Si les Ukrainiens avaient voulu capituler depuis 2022, a fortiori depuis 2014, ils l'auraient fait depuis déjà bien longtemps et pour cela, ils n'auraient pas eu besoin de Donald Trump. Parce que le plan de paix qui a été proposé la semaine dernière par les Américains, ça revient à ça, à une capitulation ou en tout cas à une défaite sévère pour l'Ukraine. Mais les Ukrainiens, ils n'ont pas capitulé jusqu'ici, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent aujourd'hui et d'ailleurs tout porte à croire qu'ils ne le feront pas. Puisque je n'ai même pas eu le temps de faire une vidéo sur ce plan de paix américain que Volodymyr Zelensky en a déjà rejeté une bonne partie. Et ça pourrait vouloir dire que les Américains vont se retirer du processus de négociation qu'ils ont eux-mêmes initié il y a un peu moins de 3 mois. Cette séquence, ce qu'elle montre, c'est à la fois la constance des Ukrainiens, l'amateurisme de l'administration Trump et le fait que le grand vainqueur de cette séquence, c'est Vladimir Poutine. Parce qu'au milieu de ces demandes maximalistes qui seront réalisées ou non, il serait en passe d'obtenir la reconnaissance de jure de son annexion de la Crimée. Et la Crimée, c'est la prunelle de ses yeux. Alors parlons-en ensemble. Bonjour à tous, c'est Sébastien. Je suis très heureux de vous retrouver après une longue absence de plusieurs semaines. J'ai chopé une sale grippe en début de printemps et ensuite j'ai été très en retard sur tout un tas de dossiers et ensuite c'était le moment creux de Pâques et donc je suis tout à fait désolé d'avoir disparu des écrans pendant aussi longtemps, mais donc me revoilà très heureux de vous retrouver pour disséquer ensemble cette séquence diplomatique importante et pour s'arrêter un moment sur cette question de la reconnaissance de l'annexion de la Crimée. Donc vous l'avez vu comme moi, la semaine dernière, une délégation américaine s'est rendue à Paris pour présenter donc une ébauche de plan de paix à la fois aux Européens mais aussi aux Ukrainiens. C'était ce moment, ce grand moment de télévision où Steve Witkoff, donc un ancien promoteur immobilier, ami de Donald Trump, qui s'est retrouvé en charge des discussions avec Vladimir Poutine, il a comparé le palais de l'Élysée à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride, ce qui révélait beaucoup de l'état d'esprit du personnage. Et puis bon, il est bien gentil, mais le palais de l'Élysée, il est quand même plus vieux que les États-Unis en tant que pays. Donc voilà. Et dans cette délégation, il y avait aussi Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Lui, juste avant de repartir, il a dit voilà, on a donné notre plan de paix et si jamais les deux parties, donc les Ukrainiens et les Russes, ne s'accordent pas sur la base de ce plan de paix, eh bien nous, on va aller voir ailleurs puisqu'on a d'autres priorités. Et ça montre un amateurisme crasse de la part de l'équipe de Donald Trump. Lui, il voulait obtenir des résultats rapides. Évidemment, on reste arc-bouté sur cette formule de la paix en 24 heures, mais en tout cas, il voulait des résultats rapides pour régler une situation qu'il ne comprenait pas, qui ne l'intéressait pas et pour établir une relation constructive avec les Russes. Mais lui et son équipe se sont retrouvés face à une situation beaucoup plus compliquée que ce qu'ils attendaient, avec beaucoup plus d'acteurs et beaucoup plus d'intérêts que par exemple l'Afghanistan en 2017-2018. Et donc maintenant les États-Unis, c'est un peu le joueur du jeu de société risque qui joue pendant des heures mais qui à 3 heures du matin réalise que ça va être trop compliqué et il veut aller au lit et donc il abandonne tout simplement ses positions. Sauf que là, le joueur en question, c'est les États-Unis, c'est la première puissance du monde et il ne va pas abandonner ses positions en répartissant ses territoires et ses troupes entre les différents joueurs, mais il va juste tout donner à la Russie. Parce que le plan de paix de l'administration Trump, c'est exiger beaucoup de l'Ukraine et donner beaucoup à la Russie. Et donc le premier point qui a fuité dans la presse ces derniers jours, mais ça s'est vraiment confirmé entre hier et aujourd'hui à travers des publications de Axios et du Washington Post, ce serait que les États-Unis reconnaîtraient de jure la souveraineté russe sur la Crimée annexée en 2014 et de facto sur les territoires actuellement contrôlés par la Russie et donc dans les oblasts de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. Cette question de la Crimée et des territoires occupés, je vais y revenir. Mais le deuxième point, c'est déjà que l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN. Ce qui peut paraître évidemment radical quand on le met noir sur blanc sur le papier, mais il faut aussi voir que l'OTAN, ça ne veut déjà plus dire grand-chose compte tenu du désengagement des États-Unis de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Puisqu'on a déjà vu à travers les dernières déclarations de la Maison-Blanche que les États-Unis ne bougeraient pas le petit doigt si jamais un des États baltes, par exemple, se fait attaquer par la Russie, ce qui remet en cause la crédibilité de l'article 5 sur l'assistance mutuelle, qui est fondée justement sur la confiance. Et ce qui fait que ça fait déjà plusieurs semaines que à la fois les Ukrainiens mais aussi les Européens se cherchent des formats alternatifs basés sur les acquis de l'OTAN pour assurer leur propre sécurité. Donc on verra ce que donneront ces efforts, mais en tout cas le fait que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit empêchée et le fait que l'OTAN ça ne soit plus ce que c'était, ça n'est finalement une surprise pour personne. Le troisième point, c'est que les États-Unis procéderaient à la levée des sanctions imposées contre la Russie et ce depuis 2014. Et ça
ça serait une victoire éclatante pour Vladimir Poutine. Évidemment, si l'Ukraine rejette ce plan de paix, les Européens maintiendraient leurs sanctions, en tout cas dans un premier temps, mais sans les États-Unis, première puissance mondiale, elles seraient beaucoup moins efficaces. Et donc lever les sanctions américaines, ça redonnera du souffle à l'économie russe qui en a bien besoin, et ça permettra au Kremlin de continuer à financer les instruments de sa puissance, en premier lieu son armée, et en général sa capacité de projection et de déstabilisation. Et ça c'est très important pour les prochaines séquences, parce que encore une fois, si jamais le conflit se fige sur les lignes actuelles, personne ne sera satisfait, ni l'Ukraine évidemment, mais pas non plus la Russie. Puisque pour que sa conquête territoriale ait du sens, elle doit contrôler des grandes villes comme Kharkiv, Dnipro ou évidemment Odessa, l'accès au port de la mer Noire. Et ça sans même parler des ressources agricoles et des ressources minérales qui se trouvent dans la boucle du fleuve Dnipro, qui est une région extrêmement riche et extrêmement convoitée. Et puis de toutes les manières, l'invasion russe depuis 2022, ça n'est pas une question de territoire, c'est une question avant tout politique et géopolitique pour subjuguer l'Ukraine dans son entièreté, et ça la Russie n'y arriverait pas en l'état avec ce plan de paix. Alors qu'est-ce que l'Ukraine obtiendrait en échange de ces trois concessions? Donc les territoires, l'OTAN et la levée des sanctions. Eh bien premièrement, l'Ukraine obtiendrait quelques petits bouts de territoire de l'oblast de Kharkiv qui sont actuellement occupés par l'armée russe. Donc on parle en toute probabilité de ces petits morceaux autour de la ville de Vovchansk, donc le long de la frontière ukrainienne, mais ensuite de savoir si l'armée russe se retirerait de ses positions autour de Kupiansk et de sa tête de pont sur la rivière Oskil, ça reste à voir. Deuxième chose que l'Ukraine obtiendrait, c'est que le passage du fleuve Dnipro, notamment sur le sud, où là c'est une réelle ligne de front autour de Kherson, eh bien il serait garanti comme libre. Troisièmement, la centrale de Zaporizhia passerait sous contrôle américain, les Américains opéreraient cette centrale et s'assureraient que la production d'électricité soit répartie entre les Ukrainiens et les Russes. Ça, clairement, on ne sait pas du tout comment est-ce que ça pourrait marcher. Ça, clairement, on ne voit pas du tout comment est-ce que ça pourrait marcher, mais ça s'inscrit dans une autre concession américaine à l'Ukraine, c'est-à-dire la promesse d'une garantie de sécurité sur le long terme. Puisque à travers l'exploitation de la centrale et le deal sur l'exploitation des ressources minérales, les États-Unis se verraient en Ukraine sur le long terme et donc ils protégeraient les intérêts ukrainiens. C'est très vague. Et personne ne voit vraiment comment est-ce que ça pourrait marcher, sachant que l'Ukraine a aussi le précédent du mémorandum de Budapest de 1994, et on a vu ce que ces garanties de sécurité ont donné en 2014 et en 2022. Et en gros, tout ce qui ressort de cette promesse de garantie de sécurité, c'est que ce sera aux Européens d'assurer le service après-vente à travers leurs forces de maintien de la paix ou leurs forces de réassurance, on ne sait pas exactement puisque les contours ne sont pas encore très bien définis. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est un plan un peu bancal, on ne sait pas du tout s'il va être accepté puisque visiblement Volodymyr Zelensky en a déjà rejeté une partie, même s'il redoute le retrait des Américains de ce processus de négociation, il redoute de devoir continuer la guerre sans le soutien même implicite des États-Unis, et il a dit que c'est un moment très dangereux pour l'Ukraine. Les Russes aussi ont déclaré qu'il y avait certains points qui ne les convenaient pas tout à fait, mais ça c'est normal puisqu'ils ont des demandes maximalistes et donc ils continuent à les pousser. Les Européens, comme à leur habitude, ils sont dans l'expectative. Ils attendent que les décisions politiques soient prises ailleurs pour ensuite procéder à leur mise en œuvre. Et ce qui fait qu'une réunion qui était prévue aujourd'hui à Londres pour parler du processus de paix, eh bien elle a été rétrogradée et en fait ce ne sont que des consultations techniques puisque visiblement les conditions politiques ne sont pas réunies pour pousser plus avant ce plan de paix. En tous les cas, la logique elle est claire, on la voit depuis plusieurs semaines et elle se confirme maintenant. Donald Trump, il veut en finir et pour cela il veut offrir des concessions à la Russie pour ensuite repartir sur les bases d'une relation constructive et parler de la Chine, parler de l'Iran, parler de l'énergie, parler de l'intelligence artificielle ou encore parler de l'Arctique. Et parmi ces concessions, il y a la reconnaissance de jure de la souveraineté russe sur la Crimée. Ça, on peut soupçonner Donald Trump et encore plus Steve Witkoff d'être véritablement convaincu que la Crimée est russe, que Donald Trump a été bercé pendant des années par ce mythe de la Crimée russe et que Steve Witkoff, lui, il a été convaincu par Vladimir Poutine pendant leurs longues entretiens de plusieurs heures en toute intimité. Et donc je pense que ça vaut le coup d'y revenir puisque l'histoire de la Crimée, c'est d'abord et avant tout l'histoire d'un territoire qui n'est pas russe, mais mixte, mélangé, avec des présences scythes, avec des présences grecques, des présences byzantines, des présences génoises qui sont très anciennes, et évidemment la prédominance de ceux qui sont considérés comme le peuple indigène de la péninsule de Crimée, c'est-à-dire les Tatars de Crimée, qui ont disposé de leur propre État, le Khanat de Crimée, pendant 350 ans. Cet État a
disparu en 1783 lors de l'annexion russe et à partir de ce moment-là, la péninsule a effectivement été russe de jure et est devenue russe de facto. Parce que la composition démographique de la Crimée a changé, parce que son circuit économique a changé et parce que l'État russe a investi de plus en plus dans la péninsule, surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les tsars y ont installé des résidences d'été et les intelligentsia moscovites et péterbourgeoises y sont venus y chercher de l'inspiration et y passer du bon temps. Mais ça, c'est vraiment à la fin du 19e siècle que ce mouvement s'accélère, c'est-à-dire il y a moins de 150 ans. Ce qu'il faut donc voir, c'est que si on replace dans l'histoire longue, les Russes sont des nouveaux venus et il y a d'autres populations, y compris les populations habitant l'actuelle Ukraine, qui ont une relation avec la Crimée beaucoup plus intime et beaucoup plus ancienne. Et c'est d'ailleurs ça qui va justifier en partie le transfert de la péninsule de Crimée en 1954 de la République socialiste soviétique de Russie à la République socialiste soviétique d'Ukraine. C'était le fait que la péninsule est connectée physiquement à l'Ukraine continentale et qu'elle en dépend pour les transports, mais aussi pour l'approvisionnement d'électricité, d'eau ou de provisions. Et il y avait aussi, je pense que vous savez, des considérations administratives, politiques et démographiques. Et puis, il faut se rappeler que c'était aussi à un moment, 1954, quand personne n'imaginait que l'URSS pouvait disparaître et que l'union entre la Russie et l'Ukraine pouvait être remise en question. Mais effectivement, c'est arrivé et la Crimée est restée ukrainienne. Et ça a été confirmé par le référendum d'indépendance de 1991, par la reconnaissance de l'Ukraine dans ses frontières au sein de l'ONU, par le mémorandum de Budapest de 1994, par un traité d'amitié ukraino-russe de 1997 et par un traité sur la délimitation des frontières en 2003. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même, dans la première partie des années 2000, disait très clairement que la question de la Crimée, ça n'était plus une question. Mais une dizaine d'années plus tard, en mars 2014, il lançait son opération d'annexion. Je vous laisse regarder ma vidéo sur le sujet ici. Cette histoire de l'annexion de la Crimée, c'est d'abord et avant tout une histoire de la Russie qui se dédie, de la Russie qui ne respecte pas ses engagements. Et ça, on le voit dans le cas de la Crimée, mais aussi dans beaucoup d'autres cas ces 20 dernières années. Et si les États-Unis, première puissance mondiale, avalisent ce manque de crédibilité de la parole russe, alors ils deviendront complices de l'annexion et de la négation du droit international. Ce qui n'est pas vraiment dramatique du point de vue de Donald Trump, puisque c'est dans la droite ligne de tout ce qu'il a dit et de tout ce qu'il a fait ces 3 derniers mois. Par exemple, vouloir annexer le Canada, vouloir annexer le Groenland, remettre à plat le commerce international en faisant pression sur ses partenaires au mépris des règles de l'OMC. Et donc ça serait juste un épisode de plus de l'agonie de cet ordre international auquel on était habitué depuis 1945 et bien sûr depuis 1991. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire, puisque ça ouvre une boîte de Pandore. Évidemment, on pense à Taïwan, évidemment, on pense à Gaza et à la Cisjordanie, mais on peut aussi penser à une annexion d'une partie du Congo par le Rwanda ou d'une partie de la Syrie par la Turquie. Et il y a aussi, rappelez-vous, il y a quelque temps, le Venezuela qui voulait annexer une partie de la Guyane voisine. S'il n'y a plus de principes généraux, de principes directeurs, et qu'il n'y a plus de consensus entre les grandes puissances du monde pour les faire appliquer, eh bien ça va encore aggraver l'instabilité du monde dans un contexte où de plus en plus de puissances cherchent à s'accaparer des ressources plutôt que de se référer à un système multilatéral où on répartirait ces ressources de manière plus ou moins équitable. Et c'est ça qui se joue avec cette question de la reconnaissance de la souveraineté russe de jure sur la Crimée, au-delà de la simple question de la guerre russe en Ukraine. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est que si les États-Unis reconnaissent la souveraineté russe sur la Crimée, ça n'entraînera pas un mouvement global. Les Européens, au moins dans un premier temps, de concert avec les Canadiens, les Australiens, les Japonais, eh bien, ils ne suivront pas ce mouvement. Et ça créera des nouvelles situations impossibles au niveau des échanges économiques, des sanctions, des flux touristiques, et ça constituera autant de flous juridiques qui représenteront autant d'opportunités pour des contrebandiers, des groupes mafieux et des trafics en tout genre. Ça sera un échec pour l'Ukraine, c'est sûr. Ça sera aussi un échec pour l'Europe et pour leur unité et leur cohérence avec les États-Unis. Et le grand vainqueur de tout ça, eh bien, ça sera évidemment Vladimir Poutine, qui pourra capitaliser sur ce gain pour continuer dans son grand projet de subjuguer toute l'Ukraine de manière politique, et ça, que ce soit par la force ou par d'autres moyens qui lui seraient offerts par l'administration Trump. Et dans l'état actuel des choses, il aurait
raison de jouer la montre, puisque on voit aujourd'hui l'état de ce qu'on appelait encore l'Occident il y a quelques mois, et on voit que l'OTAN joue effectivement en la faveur de la Russie, puisque ce qui était inimaginable depuis 11 ans, c'est-à-dire reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée annexée illégalement, eh bien c'est tout à fait sur la table aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'il advient de cette proposition de plan de paix par l'administration Trump, et si effectivement certains de ces points seront appliqués, mais en tout cas on voit que les termes du débat se sont déplacés, des choses qui n'étaient pas du tout acceptables hier sont devenues tout à fait raisonnables aujourd'hui, et c'est encore la confirmation qu'on a basculé dans un autre monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi je file et je vous retrouve très vite avec grand plaisir.